Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Gentot, je suis artiste nomade, j'ai passé près d'un tiers de mon existence sur la route et je vais vous parler de la domiciliation en France. En effet, les gens me demandent souvent comment on reçoit son courrier quand on vit dans un véhicule, quelle adresse on donne, par exemple, pour refaire sa carte d'identité. Donc, j'ai pas toujours connu le système de domiciliation et la première fois que j'ai vécu dans un camping-car, du coup, j'ai loué un local dans lequel en fait je mettais mes affaires. Et il se trouvait qu'il avait une boîte aux lettres et donc j'avais donné cette adresse. Le problème, c'est que ce n'était pas un domicile et je me souviens que j'avais eu des soucis avec Pôle emploi à l'époque parce que c'était pas une adresse et du coup, ils comprenaient pas, c'était vraiment le bazar. Et c'est après, petit à petit, que j'ai découvert le système de la domiciliation. Alors, quand on vit sur la route, il y a 3 possibilités pour recevoir son courrier, pour avoir une adresse officielle. On peut recevoir du courrier chez des proches. Alors, par contre, ça implique qu'ils soient quand même très dévoués, qu'ils acceptent de réceptionner notre courrier et éventuellement qu'ils nous préviennent quand il y a quelque chose d'important. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Moi, je sais que j'ai pas de proches qui avaient envie vraiment de s'engager là-dedans, de recevoir mon courrier, parce que c'est quelque chose qui demande du temps, qui est quand même assez lourd. Et c'est vrai que si la personne elle peut scanner le courrier, alors là, c'est royal. Mais c'est pas facile. En plus, dans certains cas, ça peut pénaliser la personne parce que les services de l'État peuvent considérer qu'on vit chez elle. Donc quand on a des revenus, par exemple des salaires, des choses comme ça, ça peut lui poser des soucis pour des prestations sociales, des choses comme ça. La deuxième possibilité, c'est d'avoir une adresse postale. Par exemple, j'ai une adresse postale à Courrier du Voyageur. Ça me permet de recevoir le courrier qui n'est pas du courrier vraiment officiel. Il me le scanne et je peux le consulter sur Internet. Quand vraiment j'ai quelque chose d'important ou que j'ai envie de faire revenir ce courrier, eh bien voilà, je vais le faire revenir à une adresse, même dans un point relais. C'est extrêmement pratique. Le problème, déjà, c'est payant. L'autre souci, c'est que c'est une adresse postale, pas une adresse fiscale, administrative. Alors pour l'État, c'est pas du tout pareil, clairement, pas du tout pareil. Ça, je l'avais bien vu. Là encore, je l'ai testé. Et pour le département de l'Isère et pour les impôts, ils disaient bien que c'était pas du tout une adresse qui leur convenait. Donc du coup, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'élection de domicile, aussi nommée domiciliation. Ça permet de donner une adresse à toute personne qui ne peut pas recevoir du courrier de manière constante et confidentielle quelque part. Voilà. Ça concerne les personnes qui sont sans domicile stable. Bon, ça peut être des personnes qui vivent dans un véhicule, comme moi. Ça peut être des personnes qui vivent dans leur voiture, sur un bateau, dans un camping-car, dans une caravane. Ça peut aussi concerner des personnes qui vivent dans des squats, qui passent d'hébergement d'urgence en hébergement d'urgence, qui sont hébergés par des tiers, mais de façon ponctuelle. Par exemple, qui vont chez des amis pendant une semaine et puis qui vont passer à nouveau quelques semaines chez quelqu'un d'autre. Voilà. Ça peut aussi concerner ce qu'on appelle les gens du voyage, sachant que quand on vit depuis un certain temps dans un véhicule par exemple, on est considéré comme gens du voyage du coup, puisque gens du voyage ça ne concerne pas une catégorie ethnique en fait. Ça peut aussi concerner bien sûr des gens qui vivent à la rue. Par contre, quand on est hébergé de façon assez stable dans un foyer de jeunes travailleurs, chez un tiers, etc., eh bien là, normalement, on ne peut pas avoir une domiciliation. On va dire que les services de l'État n'aiment pas ça, n'ont pas envie de prendre ce type de personnes.
parce que tout simplement, du coup, ils considèrent que ça engorge les services. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un problème de financement au niveau des domiciliations, il n'y a pas vraiment de financement fléché pour ça. Les CCAS et les associations qui le font se débrouillent un petit peu avec l'argent qu'on leur donne et avec les moyens qu'elles ont. Et ça nécessite pourtant un local et du personnel. Domicilier des gens pour les mairies, normalement, c'est une obligation, faut quand même le savoir. Donc elles ne peuvent pas refuser parce qu'elles n'auraient pas le personnel ou pas de place ou pas de budget. Mais évidemment, il n'y a pas de budget donné par l'État non plus pour gérer ça. Donc chacun bricole un petit peu dans son coin. Et les associations, elles font avec l'argent qu'on leur donne pour gérer, généralement c'est pour gérer l'action sociale en général dont elles s'occupent, quoi. Où est-ce qu'on peut demander une domiciliation? Qui est-ce qu'il faut aller voir pour ça? Alors, c'est soit les CCAS, les centres d'action sociale, ou les CIAS, les centres intercommunaux d'action sociale, ou les associations agréées par le préfet du département. Donc ça peut être des associations, par exemple, qui aident les personnes sans domicile fixe ou sans domicile stable, ou les associations qui aident les gens du voyage et qui parfois gèrent une ou plusieurs aires d'accueil. Et quand on en arrive là, on peut se dire, mais finalement, quel est l'intérêt d'avoir une domiciliation? Alors ça permet déjà de faire les papiers officiels, comme carte d'identité, passeport. Ça permet d'avoir le droit à la sécurité sociale, éventuellement aux aides comme l'ACS, la CMUC qui s'appelle maintenant CSS d'ailleurs, couverture maladie universelle complémentaire. Donc l'ACS c'est l'aide à la complémentaire santé. Ça permet aussi de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale, d'avoir l'aide juridictionnelle, d'avoir le droit à certaines prestations sociales, comme par exemple l'allocation adulte handicapé, la prime d'activité, les allocations familiales, le RSA, les prestations de compensation du handicap, etc. Ça permet aussi de toucher sa pension de retraite, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui était anciennement appelée le minimum vieillesse, d'avoir les prestations de Pôle emploi, l'aide au retour à l'emploi par exemple. Ça permet aussi d'avoir une adresse à donner aux impôts, parce qu'autrement ils prennent l'ancienne adresse stable qu'on avait. Et ça permet aussi d'avoir l'aide juridictionnelle. Ça permet d'ouvrir beaucoup de droits, le fait d'avoir une domiciliation fiscale, administrative, chose que une simple adresse postale ne permet pas. Alors quand on obtient une domiciliation auprès d'un CCAS ou d'une association, on peut aussi y faire figurer ses ayants droit, c'est-à-dire son conjoint, qu'on soit marié, pacsé, concubin, ses enfants si on en a. Donc arrive la première question qu'on se pose, c'est comment obtenir une domiciliation. Il y a 5 possibilités, en gros. Tout d'abord, le fait de séjourner sur la commune. Alors on l'entend vraiment sur quelque chose de très large. C'est pas seulement le fait d'habiter dans un logement sur le territoire de la commune. Non, c'est beaucoup plus large que ça. Ça peut être le fait, bien sûr, d'être dans un logement fixe. Par exemple, être hébergé chez un ami temporairement, être dans une chambre meublée, dans un foyer temporaire, être dans un mobil-home, dans sa voiture, dans un squat. Ça peut aussi être le fait d'avoir sa résidence mobile sur le territoire de la commune. Même si ça fait pas 3 mois qu'on est sur la commune d'ailleurs, ça peut faire qu'une semaine qu'on est stationné sur la commune, ou quand on est en bateau, qu'on s'est par exemple amarré dans la commune. Et il suffit de leur dire qu'on a l'intention de rester plus longtemps, sans forcément donner de durée, on ne sait pas forcément combien de temps on va rester, mais de leur dire qu'on va rester plus longtemps, voire même qu'on va régulièrement revenir. Là du coup, c'est un lien, on séjourne sur la commune. Et bien sûr, quand on n'a pas d'habitat mobile ou non, le fait de séjourner dans la commune, du coup, par exemple, ça va être le fait de vivre dans un espace public du territoire communal. Voilà.
il existe 4 autres possibilités. Le fait de travailler sur la commune, d'avoir une activité professionnelle sur la commune. C'est pas forcément d'ailleurs une activité salariée. Le fait de faire le marché, par exemple, une ou plusieurs fois dans la semaine sur la commune, ça peut théoriquement passer aussi. Le fait aussi d'avoir une activité d'insertion, un suivi social, un suivi médical, professionnel sur la commune, ou d'avoir entamé des démarches dans ce sens. D'avoir des liens familiaux avec un habitant sur la commune. Par exemple, on peut se domicilier dans la commune où vivent un proche, je sais pas, un oncle, un parent. Ou encore le fait d'avoir son enfant mineur scolarisé dans la commune à condition d'avoir l'autorité parentale sur l'enfant. Si l'autorité parentale a été retirée, du coup, ça marche pas. Donc voilà les 5 liens qu'on peut faire valoir auprès de la commune pour demander une élection de domicile. Alors comment ça se passe concrètement quand on veut obtenir une domiciliation, que ce soit dans un CCAS ou dans une association agréée? On va voir cet organisme sur ses horaires d'ouverture, on explique qu'on veut se domicilier et on demande un rendez-vous. Alors des fois ça se fait très rapidement, des fois il faut attendre un certain temps pour avoir un rendez-vous. C'est très variable selon leurs demandes, selon la quantité de demandes qu'ils ont, le personnel, etc. Dans les très petites communes, il arrive qu'ils ne connaissent pas ça, qu'ils n'aient même pas de CCAS. Je suis déjà tombée sur le cas d'une toute petite commune dans laquelle je voulais me domicilier parce qu'à une époque je bougeais énormément, donc je ne revenais pas forcément au même endroit, je restais plusieurs mois en fait quelque part, et donc je me suis retrouvée des fois à me domicilier dans des endroits extrêmement variés, et je suis tombée donc sur une toute petite commune. Eux ils découvraient quoi. Donc il a fallu qu'ils se renseignent avant le rendez-vous. Il y avait une chargée des relations sociales, en fait, de tout le côté social de cette toute petite commune, mais il n'y a pas vraiment de CCAS. Du coup, c'est elle qui a fait office de CCAS. Dans une autre toute petite commune, je me souviens avoir rencontré le maire, parce qu'il y avait personne pour s'occuper de ça, et quand j'allais chercher mon courrier, en fait le courrier était gardé dans un placard de l'accueil de la mairie, et c'était la personne de l'accueil en fait qui me donnait mon courrier. C'était vraiment très très drôle, alors que j'ai été aussi dans des communes beaucoup plus grandes qui avaient 6 000, 10 000 habitants, voire plus. Et eux, du coup, ils avaient des services, vraiment, ils avaient un CCAS, il y avait une pièce dans laquelle le courrier était gardé, et avec des horaires, etc. Donc on se présente. Alors, il faut savoir que maintenant, depuis 2 ans, je crois, on peut faire la demande de rendez-vous par courrier. Ça peut être pratique si on n'est pas encore sur place, mais du coup, je vois pas forcément trop l'intérêt, parce que à part d'être dans le cas d'avoir son enfant par exemple qu'on voit que le week-end et qui est scolarisé sur une commune, et donc on demande à être domicilié dans cette commune-là, autrement comme normalement théoriquement on est déjà sur la commune, c'est quand même beaucoup plus simple de se déplacer dans le CCAS. Mais ça c'est mon point de vue. Donc on se déplace dans soit l'association soit le CCAS. On demande un rendez-vous en expliquant qu'on veut se domicilier et en commençant à dire un petit peu dans quelle situation on est, parce que souvent les personnes elles posent des questions pour pas perdre leur temps avec un rendez-vous qui serait inutile en fait. Ensuite, on vient avec ses documents d'identité. Si on a des documents qui prouvent un lien avec la commune, on peut aussi les amener, comme, je sais pas, un contrat de travail chez un agriculteur, par exemple, de la commune, un papier qui prouve un suivi médico-social. Après, si le seul lien qu'on ait, c'est d'être stationné sur un parking, voilà, on dit qu'on est stationné sur un parking et que l'employé de la mairie, le maire, ou pourquoi pas un policier municipal, peut venir constater qu'on est stationné là, quoi. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu stressant. Enfin moi personnellement, j'ai toujours vécu ces rendez-vous de façon un peu stressante.
Et pourtant, j'en ai eu beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment vu des choses très différentes. Et c'est vrai que des fois, eh bien, je me suis retrouvée, par exemple, où j'étais stationnée sur la communauté de communes. Donc moi, j'allais voir la plus grosse commune, ce qui me semblait logique. Et là, eh bien, on me disait, ah bah non, il faudrait plutôt aller dans telle commune parce que vous êtes stationné dessus. Mais oui, bah la commune, le truc, c'est qu'elle est toute petite, c'est quelques centaines d'habitants. Du coup, bah, ils refusent pas, mais c'est un peu bizarre, quoi. Le souci qu'on rencontre, c'est quand même qu'il y a pas de budget pour ça, et donc, bah, quand les communes le peuvent, elles essayent des fois un petit peu de se débarrasser du problème. Et ça, je l'ai quand même vécu. Comme j'ai quand même vécu dans une très grande ville, je vais au CCAS et je stationnais depuis, ça devait faire un mois au moins que j'étais stationnée. J'avais de la famille qui vivait dans la ville et la commune, bah franchement tiqué parce qu'ils étaient débordés. Et donc, il me disait de plutôt rester dans le CCAS où j'étais déjà domiciliée, même si en fait c'était hyper loin. Les associations, c'est pareil. Des fois, elles sont débordées. Je me suis domiciliée une fois dans une association de gens du voyage et ils pouvaient quasiment plus prendre de monde parce que, au niveau de leur local, ça débordait, quoi. Du coup, ils avaient accepté de me prendre parce que j'étais toute seule. C'était quand même pas facile pour eux. En général, c'est pas trop compliqué, ça se passe plutôt bien. Je veux pas du tout noircir le tableau. La plupart des situations que j'ai vécues, ça se passait très bien. L'échange avec les personnes de la mairie se passait très bien. Il n'y avait pas de soucis particuliers, quoi. À savoir qu'on peut aussi domicilier son entreprise individuelle, par exemple quand on est auto-entrepreneur ou quand on est artiste. On peut être, l'adresse de l'entreprise peut être l'adresse de la domiciliation administrative. Ça peut aussi être une domiciliation postale, par exemple, auprès d'un organisme qui domicilie les entreprises. Ça, c'est possible aussi. Par contre, ce deuxième cas, il est payant. Alors que le CCAS ou l'association, il faut quand même savoir que la domiciliation, ça j'ai oublié de le dire, c'est gratuit. On paye rien. C'est un service. Comme quand on va faire des démarches à la mairie, quand on va demander des renseignements à la mairie, etc. Ou quand on demande un extrait de naissance, on ne nous fait rien payer. Ça fait partie des services. À l'issue du rendez-vous de l'entretien, on sait en général si ça va être accepté ou refusé. Mais pas toujours. Parce que des fois, il faut que ça passe par une personne au-dessus de l'agent, par exemple, du CCAS qui nous a reçus. Et on a normalement, une notification écrite si c'est refusé, puisqu'il faut que ce soit motivé par écrit. Après, des fois, c'est dès l'entretien où la personne va dire « Non, là, vous n'avez pas de lien ». Et du coup, l'entretien s'arrête là. C'est pas forcément super légal parce que dans les textes c'est pas prévu comme ça, mais puisque ça doit normalement être vraiment notifié par écrit au demandeur, mais dans les faits, oui, des fois ça se passe comme ça. Si c'est accepté, on va dire en général, voilà, c'est accepté, et bien du coup on signe une convention, on signe une attestation de domiciliation. Elle est valable 1 an. Au bout d'1 an, il faut la prolonger. C'est tous les ans, donc il faudra la prolonger un petit peu avant la date d'anniversaire de la première attestation. Ça nécessite vraiment d'aller physiquement dans le CCAS ou dans l'association agréée dans laquelle on est domicilié. Au moment du renouvellement de la domiciliation, l'organisme va demander si on a toujours un lien avec la commune. Donc, par exemple, est-ce qu'on y séjourne toujours? Est-ce qu'on y travaille encore? Par exemple, si le lien était le travail. Est-ce qu'on a un suivi social, médico-social? Est-ce qu'on a un suivi professionnel, par exemple? Est-ce qu'on est à Pôle emploi? Ou est-ce qu'on a entrepris des démarches dans ce sens? Est-ce que si c'était un lien familial avec un habitant, est-ce que cet habitant, il habite toujours sur la commune?
Si c'était un enfant mineur scolarisé dans la commune, eh bien, est-ce qu'il est toujours mineur déjà et est-ce qu'il est toujours scolarisé sur la commune? S'il y a toujours un lien, eh ben, il n'y a pas de raison, ça repart pour 1 an. Et ainsi de suite. Donc une fois qu'on a une domiciliation, par exemple quand on est en véhicule, il suffit régulièrement de revenir se stationner sur la commune, notamment pour aller chercher le courrier, ou bien d'y travailler de temps en temps. Par exemple, si c'est un endroit où on travaille régulièrement chez un maraîcher par exemple, là il n'y a pas de souci. Par contre, c'est sûr que si le lien c'était avec la commune, c'était une personne de la famille qui y habitait et qu'elle a déménagé, là du coup ça rend les choses un petit peu plus compliquées, surtout si on ne stationne jamais sur la commune parce que par exemple il n'y a pas moyen d'y stationner. Là ça va être un poil plus compliqué et du coup il faudra peut-être se trouver une autre adresse de domiciliation. Quand on fait un changement de domiciliation, il faut donner sa nouvelle adresse à tous les organismes. Alors, normalement, maintenant, depuis assez peu de temps d'ailleurs, 1 ou 2 ans je crois, les organismes de domiciliation communiquent directement avec la CAF. Donc déjà, tout ce qui est géré par la CAF, normalement, ils ont la nouvelle adresse. Mais il faut faire quand même les démarches, notamment si on change de département. Là, il va falloir faire les démarches auprès de la nouvelle CAF. Et puis après, il y a les démarches auprès des impôts, auprès de la Sécu, pour donner la nouvelle adresse, changement d'inscription sur la liste électorale, si on est inscrit sur la liste électorale. Si on a une aide juridictionnelle, eh bien, il faut leur dire qu'on a changé d'adresse. Si on a une entreprise, là aussi, il faut penser à faire les changements d'adresse. Si on a l'assurance de son véhicule à cette adresse-là, eh bien il faut penser à leur signifier aussi. Alors, j'ai rencontré des personnes qui avaient eu des problèmes justement avec l'adresse de domiciliation et les assurances de véhicule. Parce que du coup, ils disent « Ah bah oui, mais attendez, ça veut dire que vous vivez dans votre véhicule ». Et donc, par exemple, si c'est un camping-car, eh bien, du coup, ils disent « Ah bah oui, mais c'est plus les mêmes assurances, parce que c'est plus du coup du loisir. » Moi, personnellement, voilà, j'ai jamais eu ce problème-là, mais il y en a qui l'ont rencontré. Alors, quelles sont les obligations quand on obtient une domiciliation? Oui, parce qu'il faut bien se douter qu'on a des droits, celui de recevoir notre courrier, mais on a aussi des obligations. Il faut se manifester auprès de l'organisme de domiciliation au moins une fois tous les 3 mois. Alors, ça peut être soit y aller physiquement, chercher son courrier, soit téléphoner en disant que on ne pourra pas passer avant 1 mois, 2 mois. Et il faut donner des raisons en général, des raisons valables, on va dire. Mais ça peut être, par exemple, qu'on est en train de faire, je sais pas, des marchés, des foires, ou qu'on est embauché pour un emploi saisonnier, qu'on n'a pas fini, et du coup, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut bien penser à prévenir l'organisme de domiciliation avant la fin des 3 mois. Sinon, ça, c'est un motif de rupture de la domiciliation. Alors, il y a des organismes qui ont plus de pression que d'autres. Il y a des préfets qui sont beaucoup plus à cheval que d'autres, notamment sur le fait de venir physiquement dans les lieux. Quand j'avais eu une domiciliation dans l'association qui aidait des gens du voyage, un jour que j'étais là en train de tirer du courrier, il y a une famille qui arrive, une famille de gens du voyage qui est complètement paniquée. Ils avaient passé 4 mois assez loin à faire les marchés et la dame qui était handicapée et qui touchait l'allocation d'adulte handicapé avait vu son allocation suspendue parce que pendant 4 mois, ils n'étaient pas venus chercher le courrier. L'association, tous les 3 mois, en fait, envoyait au préfet la liste des personnes qui s'était manifesté, la liste des personnes qui n'étaient pas venues. Et du coup, le préfet en avait référé à la CAF,
qui avait suspendu la hache de cette dame. Et du coup, la famille se retrouvait dans la panade, puisque elle n'avait plus son allocation d'adulte handicapé. Et donc, c'était la panique pour eux. Il fallait du coup qu'ils refassent des démarches auprès de la CAF en disant que bien ils étaient toujours domiciliés dans cette association. Il y avait des démarches à faire aussi auprès de l'association. Enfin, c'était un vrai bazar. Personnellement, j'ai rarement eu des problèmes. Je suis tombée sur des CCAS aussi où il fallait vraiment être très à cheval sur les 3 mois. Après, je suis tombée aussi dans des endroits beaucoup plus cool où même si ça faisait 3 mois et 1 semaine ou 3 mois et 15 jours que je m'étais même pas manifestée, j'étais pas radiée pour autant. Mais c'est vrai que j'essaye vraiment au maximum de faire attention. C'est une grosse contrainte. Et il faut savoir qu'on ne peut pas faire une redirection de courrier quand on est domicilié dans un CCAS ou dans une association. J'ai essayé, là aussi j'ai testé, et tout simplement ce n'est pas possible. Pourquoi ? Eh bien parce qu'autrement la Poste en fait fera une redirection pour le courrier de toutes les personnes domiciliées. Ça n'a absolument aucune logique. Mais c'est la réponse que j'ai eue de la part du centre postal d'un département. Donc voilà, ce n'est tout simplement pas possible de faire une redirection de courrier. Donc ne pas aller s'imaginer, moi par exemple j'attends du courrier important, mais je pars pendant 2 mois et demi, eh bien je vais faire une redirection de courrier. Non, ça marche pas. Voilà. Ce qui d'ailleurs a été un petit peu compliqué, je dois avouer, pendant les confinements, parce que du coup, je pouvais pas aller chercher mon courrier dans la ville où je suis domiciliée. J'étais confinée hyper méga loin. Et donc je leur téléphonais régulièrement pour savoir si j'avais des courriers qui venaient, et ils étaient super gentils parce que du coup ils me l'ouvraient. Généralement ils n'ont pas le temps. Ils peuvent juste me dire je me souviens que t'as du courrier, ou oui je crois que t'as des lettres, mais souvent ils n'ont pas le temps d'aller regarder. L'autre contrainte, ça va être les horaires d'ouverture. Parce que la plupart du temps, les services de domiciliation, que ce soit les associations ou les CCAS, ne sont ouverts que le matin. Et parfois même pas tous les matins. Et bien sûr, pas le samedi et pas le dimanche. Ce qui est très problématique quand on travaille. Parce que quand on travaille du lundi matin au vendredi soir, et qu'on fait des horaires classiques, on commence par exemple à 8h le matin et on finit le soir à 17h ou 18h avec une coupure le midi, le problème c'est que là pour aller chercher le courrier c'est très compliqué. Alors des fois on peut demander à une autre personne, notamment une autre personne qui est domiciliée dans le CCAS ou dans l'association, mais ça nécessite de connaître d'autres personnes qui sont domiciliées à cet endroit-là, ce qui n'est pas forcément évident. Ou autrement, des fois, on peut s'arranger avec certains CCAS par exemple pour leur téléphoner et pouvoir passer chercher le courrier l'après-midi. Mais là encore, on va être dépendant des horaires d'ouverture de la mairie. Alors, quand c'est l'accueil de la mairie qui s'en charge dans les toutes petites mairies, si la mairie est ouverte le samedi matin par exemple, du coup on peut y aller samedi matin. Mais là encore, c'est hyper rare, surtout dans les toutes petites mairies. Donc ça c'est vraiment le gros souci, c'est quand on bosse, c'est pas pratique, clairement. Puis bien sûr, la contrainte, t'es nomade, t'aimes bouger, et en même temps, si tu vas trop loin, par exemple, si tu vas à l'autre bout de la France, par rapport à là où t'es domicilié, il faut penser qu'il faut revenir. Idéalement avant la fin des 3 mois, si tu débordes, pensez à leur téléphoner pour expliquer un petit peu la situation dans laquelle tu es. C'est quand même très très contraignant. Les gens qui ont un domicile sédentaire et qui partent par exemple 6 mois en camping-car, on les embête pas comme ça. Et ça me fait souvent rager quand même. Mais bon, ça fait depuis au moins 1912 que les personnes nomades ne sont pas considérées complètement comme des citoyens à part entière, donc ça m'étonne pas vraiment. Et là on en arrive au dernier point. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la domiciliation ? Déjà, comment on met fin à une domiciliation ? La domiciliation peut prendre fin à la demande du bénéficiaire. Par exemple, on trouve un logement durable
Ça va être le cas par exemple d'une personne, imaginons, qui vit dans sa voiture. Elle se domicilie dans le CCAS de sa mairie. Grâce à cette adresse administrative, elle peut monter un dossier de logement social, puisqu'autrement, si on n'a pas d'adresse administrative, on ne peut pas monter un dossier de logement social. Et elle finit par en obtenir un. Du coup, elle a un logement durable. Elle n'a plus de raison d'être domiciliée dans le CCAS. Ça peut être aussi le cas de personnes qui décident, par exemple, de se mettre en colocation ou d'aller vivre chez quelqu'un. On peut aussi mettre fin à la domiciliation parce qu'on n'a plus de lien avec la commune ou avec la communauté de communes. Voilà, on dit à la commune, voilà, j'ai plus de lien, je vais plus revenir, donc je mets fin à la domiciliation. Généralement, dans ces cas-là, ils vont demander à ce qu'on ait une domiciliation du coup dans une autre commune, parce qu'ils connaissent les conséquences si on arrête comme ça d'un coup une domiciliation. Mais ils peuvent aussi, eux, décider de mettre fin s'ils voient qu'on n'a plus de lien avec la commune. Dernière chose qui peut mettre fin à une domiciliation, c'est si on ne se présente pas physiquement ou si on ne se manifeste pas par téléphone pendant plus de 3 mois consécutifs. Sauf bien sûr si on a une absence justifiée, par exemple on est hospitalisé ou emprisonné. Ça m'est jamais arrivé, mais dans les textes, considéré comme une absence justifiée, voilà, c'est prévu, on va dire. Ça a des conséquences, la fin d'une domiciliation. Déjà, tout ce que la domiciliation permet, bien c'est fini, tout simplement. Alors, pour la sécurité sociale, on reste couvert pendant 1 an. Si on est bénéficiaire de la CMU-C, qui est maintenant la CSS, et qu'elle arrivait quasiment à échéance. Là, du coup, ça pose problème. Ça peut poser problème aussi si on devait refaire sa carte d'identité. Si on bénéficie de l'aide juridictionnelle, c'est aussi un petit souci, parce qu'eux, ils vont écrire à cette adresse-là. Si on y a domicilié son entreprise, et là c'est pareil, il faut vite se retourner en 4e vitesse. Si on touchait bien sûr des prestations sociales, des allocations, si c'était l'adresse pour recevoir des allocations du Pôle emploi ou sa retraite, et bien là aussi on est tout de suite très ennuyé. Et par exemple, quand ce sont des allocations versées par le département ou par la CAF, et bien là, ils coupent tout de suite le robinet. Ça, faut quand même être bien au clair là-dessus. Même quand ce sont des allocations familiales ou une allocation adulte handicapé. Il n'y a plus de domiciliation, il n'y a plus d'aide. Ça, là-dessus, ils perdent pas de temps. Donc, la domiciliation administrative, c'est vraiment très important. Après, si jamais on se retrouve qu'on n'en a plus à un moment donné et qu'on se retrouve, par exemple, avec des aides qui sont coupées, il suffit d'aller le plus vite possible dans un autre CCAS ou dans une association pour gens du voyage ou pour personnes sans domicile stable pour vite refaire une domiciliation administrative. Et ça permet du coup de récupérer ses droits assez rapidement. Je dis bien assez rapidement parce que les services de l'État, ils sont quand même assez prompts à mettre fin à des aides. Mais c'est toujours un petit peu plus long quand il faut qu'ils étudient des dossiers pour les rouvrir. Je pense avoir fait le tour de ces histoires de courrier et d'adresses de domicile, où je me suis beaucoup attardée sur la domiciliation administrative, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages, dont la gratuité, et le fait que ça ouvre vraiment beaucoup de droits, sans dépendre d'un proche, avec qui on peut aussi se disputer et avec qui ça peut devenir compliqué et qui peut aussi avoir des soucis du fait du coup qu'il se retrouve avec une personne en plus chez lui. L'adresse postale, ça peut être une solution, notamment quand on a une entreprise ou pour soi, pour recevoir du courrier qui n'est pas lié à la sécu, aux impôts. Il faut savoir que pour le compte en banque, normalement, c'est l'adresse administrative qu'il faut donner. Les adresses postales, elles sont très pratiques, puisque généralement, en plus maintenant, on peut consulter le courrier par internet, donc c'est très pratique. Le problème, c'est que c'est payant et c'est pas forcément trop donné. Donc j'espère avoir répondu aux interrogations que beaucoup de gens se posent
concernant justement comment on fait avec le courrier quand on vit sur la route. En description, je vous mettrai les liens vers le site de servicepublic.fr, bien sur lequel on peut retrouver les textes de loi et de référence, puisque c'est le Code de l'action sociale et des familles qui gère un petit peu les demandes de domiciliation. Sur Service Public, on trouve aussi une note d'information relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable. Ça permet de savoir un petit peu comment l'État voit les choses, comment en fait il communique aux CCAS et aux associations agréées qui justement domicilient des personnes. Donc je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, @ChrystelGento. Je suis aussi sur Facebook, mais je poste pas grand chose, mais je suis aussi sur Facebook. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à mercredi prochain.